Avril 1944, Berlin. Le général de division Adolf Galland se tient devant le ministère de l'Air allemand, tenant un rapport que personne ne veut lire. Entre janvier et avril 1944, la force de chasseurs de jour de la Luftwaffe a perdu plus de 1000 pilotes, non pas blessés, non pas capturés, mais tués. Parmi eux, des commandants d'escadrille, des chefs de groupe, des commandants d'escadre, des hommes avec 50, 60, 70 victoires aériennes, des hommes qui ne peuvent être remplacés car la formation qui les a créés n'existe plus. Galland connaît personnellement beaucoup de ces noms. Maintenant, il doit expliquer pourquoi, selon ses propres termes, la chasse allemande est en vue de l'effondrement. La réponse n'est pas compliquée. Elle est mathématique, et les mathématiques ne négocient pas avec les généraux. Adolf Galland n'était pas un général typique. À 32 ans, il portait le rang de Generalleutnant, ce qui faisait de lui l'officier général le plus jeune de toute l'armée allemande. Il avait obtenu 104 victoires aériennes confirmées, toutes contre des avions alliés occidentaux. Il portait la croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaives et diamants autour du cou, une distinction décernée à seulement 27 hommes dans l'histoire allemande. Depuis novembre 1941, il servait en tant que général der Jagdflieger, commandant de toutes les forces de chasse de la Luftwaffe. Sa réputation le précédait partout. Les cheveux noirs plaqués en arrière, la fine moustache, le cigare omniprésent serré entre les dents, même dans le cockpit, l'emblème de Mickey Mouse peint sur son avion, une touche irrévérencieuse qui le rendait paradoxalement plus intimidant. Galland ressemblait à un pilote de chasse de film de propagande, car à bien des égards, il avait contribué à créer cette image. Mais contrairement aux autres généraux qui passaient leur journée dans des salles de conférence à étudier des cartes, Galland refusait de rester au sol, malgré les ordres explicites du haut commandement lui interdisant de voler en mission de combat. Il continuait à prendre les airs, lors de sorties non autorisées, de vols secrets. Il avait besoin de comprendre ce qui arrivait à ses pilotes. Il avait besoin de ressentir ce qu'ils ressentaient. Et au début de 1944, ce qui se passait dans le ciel au-dessus de l'Allemagne commençait à l'effrayer. Au printemps de cette année-là, Galland grimpa dans le cockpit d'un Focke-Wulf FW-190 et décolla pour intercepter une formation de bombardiers américains près de la ville de Magdebourg, en Allemagne centrale. Il trouva une formation de B-17 Flying Fortress, d'immenses bombardiers quadrimoteurs hérissés de mitrailleuses défensives, et il attaqua. En quelques secondes, 4 P-50 et un Mustang étaient dans sa queue. Galland était assez expérimenté pour savoir qu'essayer un combat tournoyant contre 4 chasseurs ennemis était suicidaire. Le P-51 était rapide, maniable et piloté par des aviateurs spécifiquement entraînés à détruire des hommes comme lui. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il piqua. Les Mustangs le suivirent. Leurs balles traçantes filaient, assez près pour qu'ils puissent voir les projectiles individuels brûler l'air. Il était l'as-vivant le plus décoré d'Allemagne, le commandant d'une armée de l'air entière, et il fuyait pour sauver sa vie devant 4 pilotes américains dont il ne connaîtrait jamais les noms. Il survécut seulement grâce à une astuce qu'il avait utilisée auparavant. Il tira ses propres mitrailleuses en piquant, créant des traînées de fumée derrière son avion. Les pilotes américains, voyant ce qui semblait être des armes tirant vers l'arrière, interrompirent leur poursuite. Ils avaient été entraînés à ne pas prendre de risques inutiles. Galland s'échappa. Mais alors qu'il volait vers sa base, les mains tremblant encore sur les commandes, il comprit exactement ce qui venait de se produire. Les Américains n'avaient pas hésité. Ils n'avaient pas été intimidés par son talent, sa réputation ou ses décorations. Ils avaient attaqué avec une supériorité numérique et ils avaient pressé cet avantage sans merci ni hésitation. 4 contre 1, et ils avaient failli gagner. C'était la nouvelle réalité de la guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne. Et Galland savait qu'elle empirait chaque semaine. Pour Galland, la crise qui consumait sa force de chasse avait un point de départ précis. Elle commença dans la dernière semaine de février 1944. Les Américains l'appelaient l'opération Argument. L'histoire s'en souviendrait comme de la Big Week. Du 20 au 25 février,
plus de 3000 bombardiers lourds américains, escortés par plus d'1 millier chasseurs, attaquèrent des usines d'avions allemandes à travers le Reich. Les cibles étaient soigneusement sélectionnées. Usine Messerschmitt, chaîne d'assemblage Focke-Wulf, usine de roulement à billes, site de production de moteurs, tout ce dont la Luftwaffe avait besoin pour continuer à se battre. Jour après jour, les bombardiers arrivèrent, vague après vague. Les formations s'étiraient sur des kilomètres dans le ciel. Des centaines d'avions volant en boîtes défensives précises, leurs traînées de condensation dessinant des lignes blanches au-dessus de la patrie allemande. La Luftwaffe se leva pour les affronter. Elle n'avait pas le choix. Les usines détruites produisaient les avions mêmes dont elle avait besoin pour survivre. Chaque Messerschmitt Bf 109 qui sortait d'une chaîne de montage représentait une autre chance d'abattre un bombardier. Chaque usine qui brûlait signifiait moins de chasseurs dans les mois à venir. Les pilotes allemands attaquèrent avec tout ce qu'ils avaient. Des chasseurs monomoteurs piquaient à travers les formations de bombardiers, les canons crachant le feu. Des chasseurs lourds bimoteurs tiraient des roquettes dans les masses de bombardiers. Le ciel allemand devint un champ de mise à mort. En 6 jours de combat continu, la Luftwaffe perdit environ 350 avions de chasse. Un tiers de tous les chasseurs disponibles détruits en moins d'1 semaine. Mais les avions pouvaient être remplacés. Les usines allemandes, même endommagées, pouvaient encore produire de nouveaux chasseurs. La catastrophe que Galland voyait se dérouler était bien pire que la perte de machines. En ces 6 jours, la Luftwaffe perdit 17% de ses pilotes de chasse. Galland comprit immédiatement ce que cela signifiait. Un Messerschmitt détruit pouvait être remplacé en 3 ou 4 semaines. Un nouvel avion pouvait sortir d'une chaîne d'assemblage et être livré à une unité de première ligne en 1 mois. Mais un pilote avec 2 ans de formation, un pilote avec des centaines d'heures d'expérience au combat, un pilote qui avait appris par essai et erreur comment survivre face aux chasseurs américains. Ce pilote ne pouvait être remplacé. Pas en 1 mois, pas en 1 an, peut-être jamais. Et les pertes continuèrent après la fin de la Big Week. Mars fut pire. Avril le fut encore davantage. Ce qui rendait la situation encore plus désespérée pour Galland était le changement de tactique américain. Avant 1944, les chasseurs d'escorte américains restaient près de leur formation de bombardiers. Les P-47 Thunderbolt et P-38 Lightning volaient en schéma protecteur autour des B-17 et B-24, n'engageant les chasseurs allemands que lorsqu'ils approchaient des bombardiers. Les escortes étaient défensives. Leur travail était la protection, pas l'attaque. Mais début 1944, tout changea. Le général James Doolittle, le nouveau commandant de la 8e Air Force, donna des ordres qui transformèrent la guerre aérienne. Les chasseurs américains n'étaient plus restreints à l'escorte rapprochée. Ils étaient libres de chasser. Ils pouvaient précéder les flots de bombardiers, cherchant les chasseurs allemands avant qu'ils ne puissent se former pour attaquer. Ils pouvaient poursuivre les Allemands en retraite jusqu'à leur terrain d'aviation. Ils pouvaient mitrailler les avions au sol, les détruire au décollage, tuer les pilotes avant même qu'ils n'atteignent l'altitude. Le P-51 Mustang rendit cela possible. Avec son moteur Rolls-Royce Merlin et sa capacité en carburant interne augmentée par des réservoirs largables, le Mustang pouvait voler de l'Angleterre à Berlin et revenir. Il pouvait rester avec les bombardiers jusqu'à l'objectif et jusqu'au retour, et il pouvait combattre n'importe quel avion allemand à armes égales, voire supérieures. Pour Galland, les résultats furent catastrophiques. Partout où nos chasseurs apparaissaient, écrivit-il plus tard, les Américains se jetaient sur eux. Ils passèrent à des attaques à basse altitude sur nos aérodromes. Nulle part nous n'étions en sécurité. Nous devions nous terrer sur nos propres bases. Pendant le décollage, pendant le rassemblement, pendant la montée, pendant l'approche des bombardiers, pendant le combat, pendant le retour, pendant l'atterrissage et même après l'atterrissage, les chasseurs américains attaquaient avec une supériorité écrasante. Le rapport de force était devenu impossible. Les chasseurs américains surpassaient les défenseurs allemands par 6 contre 1, parfois 8 contre 1. Et la qualité de la formation des pilotes américains, nota Galland avec un respect professionnel, était étonnamment élevée. Ce n'était
pas des amateurs. C'étaient des professionnels. Et ils avaient plus d'avions, plus de carburant, plus de munitions et plus de pilotes que Galland ne pouvait jamais espérer égaler. Pour Galland, comprendre l'ampleur totale de l'avantage américain nécessitait de regarder bien au-delà du champ de bataille. Le problème n'était pas seulement le nombre d'avions ou la qualité des tactiques. Le problème était plus profond. Il remontait jusqu'à la formation. En 1944, les États-Unis formèrent 29 000 nouveaux pilotes militaires. Chacun de ces pilotes recevait environ 200 heures de vol avant d'être affecté à une unité de combat. Ils pratiquaient le vol aux instruments, le vol en formation, le tir, la navigation et les manœuvres de combat. Ils utilisaient des link trainers, des simulateurs de vol mécanique qui leur permettaient d'acquérir des compétences sans risquer d'avion ou de vie. Ils avaient du carburant illimité pour les vols d'entraînement, des avions illimités, du temps illimité. Quand un pilote américain arrivait dans son unité en Angleterre ou en Italie, il était prêt. Pas expérimenté peut-être, mais compétent. Il savait piloter son avion, il savait se battre. Il pouvait survivre assez longtemps pour apprendre le reste. L'Allemagne n'avait aucun de ces avantages. En 1944, la formation au vol de la Luftwaffe avait été réduite à plusieurs reprises. Les pénuries de carburant signifiaient moins d'heures d'entraînement. Les pénuries d'avions signifiaient moins de vols de formation. Les pénuries d'instructeurs signifiaient moins d'attention individuelle. Les pilotes arrivant dans les unités de première ligne de Galland début 1944 avaient parfois moins de 80 heures de vol au total. Certains n'avaient jamais tiré leurs armes sur une cible mobile. Certains n'avaient jamais pratiqué de manœuvres de combat contre un adversaire expérimenté. Galland regardait ses pilotes de remplacement arriver dans leurs escadrilles. De jeunes hommes de 18, 19, 20 ans, pleins d'ardeur, convaincus qu'ils deviendraient des as, comme les hommes dont ils avaient entendu célébrer les noms à la radio allemande, convaincus que le courage et la détermination suffiraient. La plupart étaient morts dans les 30 jours. Les mathématiques étaient brutales. Un pilote expérimenté qui survivait à ses 10 premières missions de combat avait une chance raisonnable de survivre à la guerre. Ses compétences s'amélioraient à chaque vol. Il apprenait les astuces qui gardèrent les hommes en vie. Il développait les instincts qui séparaient les rapides des morts. Mais un pilote, arrivant dans son unité avec une formation inadéquate, survivait rarement assez longtemps pour acquérir de l'expérience. Il faisait des erreurs que les vétérans ne commettaient jamais. Il volait dans des situations que les vétérans auraient évitées. Il mourait avant même d'avoir eu la chance de devenir bon. Galland appelait ces jeunes hommes de la chair à canon. Ce n'était pas une insulte. C'était un constat mathématique. Alors que Galland luttait pour garder ses pilotes en vie, la machine industrielle américaine fonctionnait à une échelle qui semblait presque impossible à comprendre. À l'usine Ford de Willow Run, dans le Michigan, les bombardiers B-24 Liberator sortaient de la chaîne de production au rythme d'un appareil par heure. Un bombardier lourd quadrimoteur complet avec ses tourelles, ses soutes à bombes, ses instruments et son blindage défensif, fini et prêt pour livraison toutes les 60 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand un B-24 était abattu au-dessus de l'Allemagne, un autre était déjà en construction pour le remplacer. Quand l'équipage de 10 hommes était tué ou capturé, un autre équipage terminait sa formation dans des bases dispersées à travers le sud et l'ouest américain. Le système ne s'arrêtait jamais. Le système ne ralentissait pas. Le système produisait, simplement. Les homologues américains de Galland ne faisaient pas face aux problèmes auxquels ils faisaient face. Ils n'avaient pas à calculer si lancer une attaque aujourd'hui les laisserait sans défense demain. Ils n'avaient pas à choisir quelle cible protéger parce qu'il manquait d'avions pour toutes les protéger. Ils n'avaient pas à regarder des vétérans irremplaçables mourir en sachant que les remplaçants seraient inadéquats. Les Américains pouvaient absorber des pertes qui auraient détruit la Luftwaffe 2 fois. Ils pouvaient perdre 100 bombardiers en un seul raid et lancer un autre raid le lendemain avec encore plus d'avions. Ils pouvaient échanger des pertes à des ratios qui semblaient suicidaires et quand même s'en sortir gagnants. Chaque incursion de l'ennemi, rapporta Galland au ministère de l'Air au printemps 1944, nous coûte environ 50 équipages.
50 pilotes par raid. Certains raids avaient eu lieu 3 fois par semaine. 150 pilotes par semaine. 600 pilotes par mois. L'arithmétique était catastrophique. Les usines allemandes produisaient encore des chasseurs. En fait, grâce au programme de dispersion et aux sites de production souterrains, la production de chasseurs allemands augmentait même en 1944. Mais la production était dénuée de sens sans pilote pour voler sur les avions. Le carburant devenait de plus en plus rare alors que les bombardiers alliés ciblaient les raffineries et les usines de carburant synthétique. Les pièces détachées étaient plus difficiles à trouver. Toute l'infrastructure qui soutenait la Luftwaffe s'effondrait simultanément de multiples côtés. Galland pouvait voir la fin approcher. Il pouvait calculer exactement quand sa force de chasse cesserait d'exister en tant qu'unité de combat efficace. En avril 1944, Adolf Galland présenta son évaluation au haut commandement allemand. Le rapport était détaillé, précis et dévastateur. Entre janvier et avril, la force de chasse de jour de la Luftwaffe avait perdu plus de 1000 pilotes tués au combat. Parmi les morts se trouvaient les commandants d'escadrille, les chefs de groupe et les commandants d'escadre les plus expérimentés du service. Des hommes avec des décennies d'expérience cumulées. Des hommes qui avaient écrit les tactiques que les pilotes allemands utilisaient. Des hommes dont le savoir mourait avec eux. La qualité des pilotes de remplacement était dangereusement inadéquate. Le rapport de force continuait à se détériorer. L'ennemi ne montrait aucun signe de réduction de l'intensité de ses attaques. La trajectoire de la guerre aérienne ne pointait que vers un seul résultat. « Le moment est venu !» écrivit Galland, où notre arme est en vue de l'effondrement. Il proposa des solutions désespérées, mais des solutions néanmoins. Il voulait assembler une force de réserve massive de chasseurs, peut-être 2000 ou plus, et les retenir du combat quotidien. Quand les conditions seraient favorables, cette force serait déchaînée en une seule attaque massive contre une formation de bombardiers américains. S'ils pouvaient détruire 400 ou 500 bombardiers en un seul jour, peut-être que les Américains seraient forcés de suspendre leur offensive. Peut-être qu'il y aurait du temps pour reconstruire. Galland appela ce plan le « grand coup ». Il croyait que c'était la dernière chance de l'Allemagne de regagner une certaine maîtrise de son propre ciel. Ses supérieurs écoutèrent sa proposition. Ils examinèrent ses chiffres. Ils discutèrent de son plan lors de réunions qui s'étirèrent pendant des heures. Et puis, ils ne firent rien. Les chasseurs que Galland voulait ne furent jamais assemblés. Les réserves de carburant dont il avait besoin ne furent jamais allouées. Les programmes de formation qu'il exigeait ne furent jamais mis en œuvre. Le haut commandement avait d'autres priorités. Il planifiait des offensives qui nécessitaient un soutien aérien. Il se défendait contre des menaces sur plusieurs fronts. Il ne pouvait pas épargner 2000 chasseurs pour un seul pari, aussi prometteur fût-il. Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, répondit au rapport de Galland par des accusations plutôt que des solutions. Il blâmait les pilotes de chasse pour lâcheté. Il les accusait d'abandonner leurs devoirs. Il exigeait des résultats impossibles avec des ressources impossibles, puis exprimait son outrage quand ces résultats ne se matérialisaient pas. Galland continua à se battre. Il continua à voler en mission non autorisée. Il continua à regarder ces hommes mourir en nombre qui grossissaient chaque mois. Il savait que la guerre était perdue, non pas parce que les pilotes allemands manquaient de courage, non pas parce que les ingénieurs allemands manquaient de génie, non pas parce que les usines allemandes manquaient de productivité. La guerre était perdue parce que le courage, le génie et la productivité ne peuvent vaincre un système qui produit des bombardiers plus vite que vous ne pouvez les abattre et forme des pilotes plus vite que vous ne pouvez les tuer. La guerre aérienne au-dessus de l'Europe ne se décidait pas par des as individuels accomplissant des exploits héroïques. Elle se décidait par des usines dans le Michigan et des bases d'entraînement au Texas. En juin 1944, quand les forces alliées débarquèrent sur les plages de Normandie, la Luftwaffe pouvait à peine contester les cieux au-dessus de la France. Les pilotes allemands qui s'élevaient pour attaquer les forces d'invasion faisaient face à une interception immédiate par des nuées de chasseurs américains et britanniques. Les P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt
Spitfire et Typhoon patrouillaient le ciel en tel nombre que tout avion allemand repéré était presque immédiatement engagé par plusieurs ennemis. Ces pilotes allemands qui parvenaient miraculeusement jusqu'aux plages se retrouvaient à attaquer sous le feu, incapables de viser correctement, incapables de faire plusieurs passes, incapables d'accomplir quoi que ce soit de significatif avant d'être chassés ou abattus. La Luftwaffe effectua environ 300 sorties le jour J. Les Alliés en effectuèrent plus de 14 000. La supériorité aérienne appartenait aux Alliés. Elle ne reviendrait jamais aux mains allemandes. Adolf Galland survécut à la guerre. En janvier 1945, il fut finalement relevé de son poste de général der Jagdflieger après des années de conflit avec Göring et le haut commandement. Mais au lieu d'être mis sur la touche complètement, il reçut le commandement du Jagdverband 44, une unité d'élite équipée de chasseurs à réaction Me 262. Il continua à voler au combat jusqu'au 26 avril 1945, quand son avion à réaction fut endommagé par des P-47 Thunderbolt américains et qu'il fut blessé lors de l'atterrissage forcé. Il fut capturé par les forces américaines peu après et passa près de 2 ans en détention, interrogé sur la technologie et les tactiques aéronautiques allemandes. Après sa libération, Galland écrivit abondamment sur ses expériences. Ses mémoires, intitulés Les premiers et les derniers, devinrent l'une des sources primaires les plus importantes pour comprendre la guerre aérienne du point de vue allemand. Sa conclusion ne changea jamais, peu importe combien de fois on lui demanda de la reconsidérer. La guerre dans les airs ne fut pas gagnée par le courage ou la compétence individuelle seule. Elle fut gagnée par la capacité industrielle à remplacer les pertes plus vite que l'ennemi ne pouvait les infliger. Elle fut gagnée par la capacité à former des pilotes en plus grand nombre et à des niveaux plus élevés. Elle fut gagnée par des systèmes, pas par des héros. L'excellence individuelle ne pouvait vaincre la supériorité systémique. Elle ne le pouvait jamais. Les mathématiques ne le permettèrent pas.